Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au digital, à l'innovation et à la tech responsable. Et aujourd'hui, on va parler sport et numérique entre coach virtuel, capteurs en tout genre et intelligence artificielle. Quelles sont les dernières innovations? Jusqu'où peut-on pousser la performance sportive? Et l'humain est-il toujours au cœur du sport? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial sport et numérique, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Bécard, cofondateur de Gymlib et président de la Sportech, un collectif qui regroupe les startups et entreprises technologiques dans la tech. Alors avant de commencer, Sébastien, j'aimerais qu'on parle des grandes tendances dans le sport, parce qu'il y a des grandes tendances aussi dans le sport. Il y a des modes, il y a des courants qui s'accentuent selon les grands événements. Aujourd'hui, les Français, ils aiment faire quoi, Sébastien ? Bonjour Vanessa. Ravi d'être là aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Par quoi on va commencer? Déjà, on se rend compte que les Français veulent aujourd'hui se diriger vers des sports de manière beaucoup plus flexible et libre. Et donc, on voit aujourd'hui que le running et notamment le vélo prennent leur essor, mais de manière un peu différente. On va y venir un peu plus tard, notamment avec les applis connectées. Il y a aussi des nouveaux sports qui font leur apparition. On a vu l'explosion du paddle depuis quelques années, qui est un sport notamment qu'on suit de près. C'est tout. On parle beaucoup de courses, de trail, de choses un petit peu spécifiques comme ça, où les gens comparent leurs performances. Exactement. Donc si on revient sur cet aspect-là, donc la pratique libre en extérieur, le trail, le triathlon et donc le running, on voit, c'est assez impressionnant. Si je vous donne ce chiffre qui montre à quel point les Français font beaucoup plus de sport depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est 30% seulement des Français qui font pas de sport du tout. C'est-à-dire que 70% font du sport de manière à minima occasionnelle. C'est 10 points de plus qu'il y a une dizaine d'années. C'est une étude Ipsos de 2025, donc c'est vraiment des chiffres tout récents. Même c'est 3% de plus que l'année dernière. Il y a une seule année où il y a eu plus de sport en France, c'est de l'année du Covid en 2020. Parce que les Français ont eu, et ça peut être contre-intuitif parce que on nous demandait de pas sortir chez soi, exactement. Et pour autant on avait quand même le droit de sortir faire du sport. Donc en 2020, il y a eu 80% des Français qui ont eu une activité régulière, en tout cas pendant cette période-là. Si on revient sur pourquoi les gens se dirigent un peu plus maintenant vers le triathlon, le running et le vélo, eh bien c'est parce que la technologie a apporté une dimension supplémentaire à ces sports à deux niveaux. D'abord, le fait qu'on puisse mesurer sa performance de manière beaucoup plus précise avec, je pense avec Sylvain de Football. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission. On peut capter la data et se servir de cette data pour motiver les gens. Et le deuxième aspect fondamental de la technologie au service du sport, c'est la dimension communautaire. Aujourd'hui, on voit notamment l'essor de Strava. Il y en a oui, c'est ça, Strava. Alors, il faut le dire pour nos auditeurs, c'est notamment une application qui permet de se rencontrer et de faire du sport, ou alors de faire du sport et de se rencontrer. Exactement, c'est très proche d'Instagram si on veut. En fait, c'est assez étonnant et ça permet de partager sa séance, ça permet de se confronter, de se challenger et de partager, de se sentir faire partie d'une communauté. Une communauté, c'est important, ça, tout à fait. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de startups, et là aussi on peut classer ces startups, justement ces jeunes pépites dans la technologie, selon des catégories. Ça, c'est intéressant en fait, votre lecture sur le sujet. Oui, on aime bien nous les trier en trois grandes catégories, et notamment c'est parce que on regarde quel est l'usage de ces applications. Le premier, c'est toutes les applis qui sont destinées aux pratiquants. Oui. La deuxième catégorie, c'est toutes les applis qui sont destinées aux dirigeants. Alors ça, on parle pour le sport professionnel, notamment. Voilà, exactement. Dirigeants de clubs sportifs, dirigeants, les coachs, tout le personnel encadrant, on va dire, des sportifs. Exactement. Et puis tout ce qui permet de gérer les événements, etc. Donc on voit que le nombre de startups a explosé en France depuis quelques années. Ouais. Pourquoi elles explosent? Parce que le marché augmente de manière importante, et puis parce que les fonds s'intéressent de plus près, donc financent ces activités. Aujourd'hui, la Sportech, le collectif qu'on représente, c'est environ 200 startups innovants qui innovent dans le sport. On représente à peu près 2 tiers des startups dans le sujet en France.
Et on voit qu'il y a 2 ans, on était à peu près à 50 startups ah ouais, quand même. qui faisaient partie du collectif. Donc, et alors, il y a une nouvelle catégorie, je trouve ça assez amusant. Il y a les applications spectateurs-acteurs. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Oui, c'est un sujet intéressant. L'idée est de passer d'une expérience où on est assez passif devant son écran à regarder un match à une expérience beaucoup plus ludique, interactive et active. Et donc, on a vu déjà il y a quelques années la première dimension en fait de du spectateur qui devient acteur, c'est déjà des applis de fantasy football par exemple. Tout le monde connaît, beaucoup de gens connaissent Mon Petit Gazon notamment, où ça nous permet de. Alors rappelez-nous ce que c'est parce que tout le monde ne connaît pas. C'est une appli qui permet de se constituer son équipe de foot. On peut acheter des joueurs et se constituer son équipe. Et tous les matchs du week-end vont avoir un impact sur la performance de notre équipe en fonction des joueurs qu'on a mis dans son équipe, etc. Donc en général, lundi matin, les gens se confrontent leurs résultats. C'est assez intéressant. Ça permet de donner une dimension supplémentaire au match qu'on regarde le week-end. Ensuite, il y a le niveau 2, c'est à quel point, quand on va être dans le stade, par exemple, on va pouvoir voir un peu plus que ce qu'on voit d'habitude. On prend son appli, il y a un gros acteur français qui s'appelle Vogo notamment, ou Immersive.io, qui a une expérience assez fabuleuse en NBA. Ça nous permet de voir en temps réel beaucoup plus de statistiques sur ce qui nous intéresse le plus dans un match, par exemple. D'accord. C'est un peu le mode expert de Canal aussi. On voit. Concrètement, vous avez une surcouche d'informations en fait par rapport au match et que ça vous nous permet regardez. d'être encore plus immergé, on va dire, dans le. Et après, le troisième niveau qui nous paraît intéressant parce qu'on pense que c'est une tendance qui va se développer, c'est le spectateur qui devient vraiment acteur et qui a un impact sur le jeu. Concrètement ? Triceratops, c'est un Tricerasport, pardon, c'est une start-up qui vient de se lancer et dont l'idée est de faire que les spectateurs peuvent voter pour un changement de joueur, etc. Donc ça devient vraiment intéressant. On voit que la Kings League créée par Gérald Piquet, pareil, on n'en est pas encore là, mais on voit que les règles peuvent évoluer. Et donc c'est intéressant de se dire qu'on va redéfinir les règles et faire en sorte que les spectateurs demain peuvent être beaucoup plus acteurs que... Et d'ailleurs, il y a aussi quelque chose de très intéressant pour les personnes qui ont une mobilité réduite ou un handicap, qui ont accès aussi à des applications qui sont extraordinaires et qui permettent de vivre les matchs un petit peu différemment s'ils sont spectateurs-acteurs ou alors s'ils sont eux-mêmes sportifs. Oui, tout à fait. On peut citer Touch2See, c'est impressionnant. Ils ont développé une technologie qui permet à des personnes malvoyantes dans les stades avec un petit ordinateur sur une tablette et notamment une description narrative de suivre le match, de ressentir et de comprendre les actions, etc. C'est assez bluffant et l'impact sociétal est absolument... Alors, derrière tout ça, j'ai envie de vous demander, Sébastien, est-ce que les entrepreneurs dans le domaine du sport, donc les dirigeants de start-up, ils ont pour objectif de faire du business ou alors plutôt de répondre à un véritable impact sociétal? Vous en parliez tout à l'heure. Oui, je connais pas beaucoup d'entrepreneurs dans le sport qui soient pas passionnés par ce qu'ils font. Ça fait 13 ans qu'on a lancé Gymlib et je pense que tout le monde, en tout cas dans le sport, les gens sont motivés par l'impact que ça procure et cette sensation qu'en faisant du sport, on est convaincu des bienfaits. Je dirais aussi que cette passion, ou en tout cas cette conviction importante, elle naît aussi, elle grandit avec le temps. Et je me suis rendu compte avec nous que l'impact est grandissant aussi à mesure que l'entreprise grandit, et on se rend encore plus compte de l'impact qu'on peut avoir. Et donc ça nous conforte, on va dire, dans cette conviction. D'apporter à la société quelque chose. Après, il y a les deux. Comme tout entrepreneur, on a envie de construire, on a envie de bien sûr, mais il y a quand même une motivation avec... essentielle par l'animation de sa passion. L'intelligence artificielle, on ne peut pas ne pas la nommer, qui fait sa révolution dans le sport. Concrètement, partagez-nous quelques applications qui s'en servent vraiment et dont le grand public pourrait bénéficier. Oui, alors c'est fou et je pense qu'on est au début seulement de la révolution. Enfin, c'est même une évidence. Je vais citer quelques exemples qui sont assez parlants. En Bretagne, on a 2 belles startups qui sont créées. Oshi notamment, qui va analyser
la foulée à partir d'une vidéo, mais la foulée d'une personne qui court, c'est à l'étude à l'INSEP, donc c'est en train d'être vraiment pris au sérieux, à la fois donc pour les coureurs professionnels, mais aussi pour le grand public. Et donc à partir de cette vidéo, l'IA va détecter si la posture est bonne, si l'angle de chaque articulation est comme il faut, etc. Donc c'est passionnant parce que ça nous permet, d'améliorer sa performance, mais aussi de prévenir les blessures. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui. Et alors, il y a un nouveau marché qui émerge, ça c'est intéressant. Au-delà du sport, c'est celui du bien-être, qui est un peu une extension pour se sentir bien. Concrètement, ce sont des applications de quel type, justement, qui permettent aussi de mesurer et qui fait que vous êtes bien dans l'action, dans la mobilité, mais vous êtes bien aussi quand vous êtes chez vous, dans votre quotidien? Oui, c'est intéressant. On a plusieurs exemples. Il y en a une très connue au UK qui s'appelle Simple Life, mais je vais plutôt parler de la start-up française, alors qui a levé moins d'argent et qui est aujourd'hui moins développée, mais Alix, notamment toujours en Bretagne, c'est un coach IA qui aujourd'hui en fait intègre beaucoup plus que juste la dimension sport. Parce que si on veut se mettre dans une posture de vivre mieux plus longtemps, ce qui est vraiment le sujet de la longévité, eh bien, il ne faut pas seulement traiter la partie activité physique, mais il faut aussi, c'est multidimensionnel, il faut traiter la nutrition, la récupération et puis le sommeil. Et donc, c'est les 4 grands domaines sur lesquels l'IA va intégrer la data de l'ensemble de ces paramètres, hyper personnaliser le plan d'entraînement en disant, en fait, avec les datas récentes que tu m'as communiquées, avec les outils dont on dispose, ton sommeil, ta nutrition, je collecte tout ça et je te propose un plan hyper personnalisé. Et je te donne aussi l'envie, puisque le frein principal qu'il faut qu'on lève tous, c'est le frein de la motivation. Donc, l'IA est un outil qui va permettre de donner des choses plus engageantes et plus motivantes pour que les gens aient envie, sur la durée, d'avoir un plan d'entraînement efficace. Alors, vous qui êtes un petit peu en avance sur les tendances, demain, on aura un coach personnel qui va nous dire, voilà ce qu'il faut que tu... On l'a, mais sur des segments, le sommeil, la nutrition. Demain, on va avoir un coach qui nous dit tout ce qu'il faut faire, et même le type d'exercice qu'il faut faire, et nous corrige en temps réel. J'en suis convaincu. Typiquement, mon fils a eu un problème au genou. Et en sortant de l'IRM, le médecin a simplement dit, voilà, il faut que vous alliez voir un spécialiste. Là, il y a 3 mois d'attente. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut qu'il arrête le sport. Et en fait, avec l'IA, on a regardé. Et oui, c'est vrai qu'il faut qu'il arrête un peu le sport. Mais par contre, la natation, avec son problème au genou, c'est pas un problème. Donc, l'IA, typiquement, là, nous a permis de ne pas le priver de natation, notamment. Si on veut d'autres exemples sur... en quoi l'IA accompagne en tant que coach au quotidien pour faire un programme personnalisé quelque part. Typiquement, Alix, c'est le coach IA qui nous suit en fait au quotidien et qui va nous indiquer comment améliorer son sommeil, comment mieux s'endormir ou plus facilement s'endormir, les techniques pour mieux s'endormir, les techniques pour récupérer au mieux après une activité physique sportive. Donc oui, on voit que l'usage aujourd'hui rentre dans le foyer des Français et c'est juste impressionnant parce que c'est pas simplement effectivement le fait de faire plus de sport, mais c'est aussi le fait de faire plus attention à sa santé et de pouvoir faire du sport plus longtemps. Pour conclure, Sébastien, les Jeux Olympiques 2024 ont été pour vous un tremplin ou alors juste un effet éphémère sur la Sportec française? Alors, je pense qu'on n'a pas encore le recul suffisant pour dire en quoi ça a été, je pense, un impact durable, mais c'est indéniable que ça a été un accélérateur pour un grand nombre de startups, soit dans la gestion de l'organisation des Jeux, soit parce que ça a sensibilisé les Français sur l'importance de faire du sport. On le voit, nous, à notre niveau, chez Gymlib, il y a eu des entreprises qui se sont dit, tiens, on va s'engager parce qu'il y a les JO, donc c'est un contexte, c'est une opportunité, c'est une occasion. On va engager nos salariés à faire du sport de manière plus régulière, donc on va mettre en place Gymlib. Et aujourd'hui, ces entreprises restent avec nous parce que c'est pas juste que c'était l'occasion de le faire parce qu'il y avait les JO, mais parce qu'elles sont juste convaincues. Elles ont compris le bénéfice. Exactement, le bénéfice et l'importance d'avoir des salariés en bonne santé.
et donc aujourd'hui, elle continue. Donc pour moi, l'impact est durable et on verra dans quelques L'engagement années, a été durable. Merci beaucoup Sébastien Bécard. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Gymlib et président de la Sportec. Restez avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve pour parler sport et numérique dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale sport et numérique, j'ai le plaisir d'accueillir un entrepreneur qui révolutionne le domaine du football notamment. Il s'agit de Sylvain Ract. Sylvain, bonjour. Bonjour. Vous dirigez la société Footbar qui est un capteur permettant d'évaluer des performances footballistiques. Mais avant d'en parler, j'aimerais comprendre comment vous est venue l'idée de créer un outil qui relie le foot et la technologie. Moi, je fais partie de cette génération qui était enfant en 98 et comme des millions de Français, j'ai rêvé de suivre le parcours de Zidane. Bon, je me suis vite rendu compte que balle au pied, ça allait pas le faire. Mais mes parents rancuniers, je me suis vengé à l'école. J'ai fait des études, je suis devenu ingénieur. J'ai démarré ma carrière en Californie, dans la Silicon Valley, comme tout bon ingénieur, on va dire. Et en fait, là-bas, je me suis rendu compte, c'était il y a plus de 10 ans, à quel point les stats commençaient à devenir omniprésentes dans les sports américains. Les donc statistiques, le baseball, la mesure des performances. Exactement, le foot américain, le basket. Mais voilà, il y avait encore énormément de choses à faire dans le foot auquel moi, j'ai toujours joué. Et donc, je me suis dit à ce moment que j'allais pouvoir réconcilier mes passions, on va dire, la techno et le foot. Et d'ailleurs, pourquoi en France, le football est resté si longtemps à l'écart de cette révolution numérique qu'on a vu apparaître beaucoup plus tôt dans le running ou dans le cyclisme? C'est clair que dans le running, aujourd'hui, on voit plus personne aller faire un running s'il n'a pas sa montre connectée ou sans partager ses stats sur Strava, comme on en parlait. Tout simplement parce que le running, c'est simple de savoir si on progresse ou pas. Est-ce qu'on va grosso modo courir plus vite d'une séance à l'autre ou plus longtemps? Et ça permet comme ça facilement de voir et de suivre ses performances. Le foot, c'est infiniment plus complexe. C'est pas parce qu'on va courir beaucoup dans un match qu'on va être meilleur ou moins bon. Donc c'est très compliqué de comprendre vraiment ce qui se passe dans un match de foot. Et c'est là que l'IA, que l'intelligence artificielle va pouvoir prendre le relais, parce qu'elle va pouvoir modéliser le match de manière beaucoup plus complexe et donner des outils pour justement progresser. Alors expliquez-nous très visuellement comment fonctionne votre capteur, parce que c'est assez spectaculaire et tout le monde peut s'en saisir. J'ai été bluffé, je vous laisse vous raconter l'histoire. Avec grand plaisir. Donc c'est un capteur aujourd'hui que tout le monde peut se procurer dans son magasin de sport. Il est commercialisé à 59 €, donc l'idée c'est vraiment de le rendre accessible. Il enregistre, donc on le met sur la jambe pendant le match, à chaque fois qu'on fait un match ou un entraînement, et il enregistre tous les mouvements de la jambe, sans exception. Il enregistre tout ce que vous faites, et derrière on a effectivement une couche d'intelligence artificielle qui va elle-même comprendre et reconstruire tout ce que vous avez fait. Donc chaque déplacement, chaque passe, chaque frappe, finalement pour détailler un petit peu comment elle fonctionne, je vais prendre le parallèle de ChatGPT parce que les gens commencent aujourd'hui à bien comprendre comment ça fonctionne. ChatGPT, en gros, on lui a fait lire tous les livres du monde et il est capable comme ça de comprendre le sens des mots, et donc pas uniquement un mot mais également tout le contexte qui va autour. Et pour notre IA c'est pareil, on lui a fait voir 1 million de matchs de foot qui ont été enregistrés. Et effectivement, c'est tous les matchs qu'on a enregistrés depuis que le capteur existe, donc il y a bientôt 10 ans maintenant. Et notre IA a vu tous ces matchs-là, a appris à faire la différence entre toutes les foulées, tous les événements du joueur, et peut comme ça reconstruire une vision vraiment précise de tout ce qu'a fait le joueur et donner des stats, du coup pas uniquement sorties du contexte, mais vraiment laissées dans le contexte pour comprendre l'impact du joueur. Donc il y a l'analyse, mais après est-ce qu'il y a la recommandation? Parce que c'est bien d'avoir toutes ces informations, mais comment elles sont utiles aux joueurs? Exactement. Donc le joueur aujourd'hui, il a une application mobile. Il y a également une interface qui est disponible sur son coach, pour son coach, s'il veut suivre. Et donc on a à la fois des stats, je vais dire agrégées, donc par exemple le nombre de kilomètres qu'il a parcouru, le nombre de ballons qu'il a touché, etc., pour lui donner des points de repère et pouvoir se comparer. Mais il y a surtout un coach virtuel qui va lui donner des conseils. Donc un coach finalement qui ressemble un petit peu à ChatGPT, qui parle le langage du joueur. Donc sur son téléphone, le capteur est relié. Et qui va lui expliquer ses performances, là où il a été bon, moins bon, comment il peut progresser et comment il peut prendre plus de plaisir dans sa séance. Alors il y a un phénomène presque nouveau, j'aimerais dire, parce que en fait ça permet de créer des communautés. Donc on n'est pas seul justement avec sa performance, si on court ou si on joue même en équipe. Et ça c'est assez intéressant d'un point de vue social, ça introduit une nouvelle dimension. C'est primordial et ça fait partie de l'expérience qu'on met en place. Finalement, on est certes un outil qui permet de mesurer les performances, mais on est aussi un réseau social, voire un jeu vidéo, où en fait à chaque fois qu'on joue, on est en compétition virtuelle avec toute la communauté. Il y a près de 100 000 utilisateurs aujourd'hui qui sont sur l'application Footbar, et à chaque fois que vous jouez, vous allez marquer des points, vous allez compléter votre profil, un peu comme dans un jeu de rôle. Finalement, vous gagnez de l'expérience, et comme ça, on a une expérience gamifiée qui vous permet de prendre plus de plaisir quand vous jouez au foot et d'inciter à la pratique. Donc 100 000 vous dites aujourd'hui, mais les utilisateurs eux-mêmes, parce que tout le monde n'est pas forcément sur le réseau Si, de manière hebdomadaire, on va avoir plus de 20 000 joueurs qui viennent chaque semaine. Et donc avec
la saisonnalité qu'on connaît dans le foot, voilà, finalement, on regroupe un volume très important de joueurs qui permet d'avoir une communauté aujourd'hui mondiale. On est utilisé dans plus de 200 pays. D'accord. Donc demain, vous faites votre match en France, vous pouvez vous comparer à quelqu'un qui joue sur un autre continent où vous mettrez peut-être jamais les pieds, mais par contre, vous parlez le même langage qui est le langage du football et vous pouvez directement comparer vos statistiques. Alors, vous avez une grosse actualité parce que même si vous avez ce nombre de membres dans la communauté, vous allez quand même lancer une campagne de financement. Pourquoi vous ne faites pas appel à des leveurs de fonds? Pourquoi vous avez choisi de faire appel à la communauté? Alors, effectivement, il y a eu plusieurs étapes dans le développement de Footbar et on est passé par la case du financement traditionnel. Ouais. On a eu besoin pour se développer. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où on est leader mondial avec donc près de 100 000 capteurs vendus. Par contre, il nous reste encore quasiment 300 millions de joueurs à conquérir. C'est le nombre de joueurs totaux qu'il y a sur Terre, qu'on recense. Et donc, notre idée, c'est de faire le pari que demain, tout comme on ne va plus, comme je le disais, faire un running si on n'a pas sa montre connectée, ouais. Demain, on ne fera plus un match de foot si on n'a pas ses stats à la fin. Et l'idée, c'est que tous les gens qui croient dans cette vision, du fait qu'on va passer de 100 000 à 300 millions, peuvent justement investir dans le projet. Et on constate que ça marche, effectivement, que nos propres utilisateurs investissent dans Footbar et c'est une vraie réussite aujourd'hui parce que demain, c'est des ambassadeurs. Finalement, les joueurs vont se transformer eux-mêmes en ambassadeurs et c'est ça probablement qui va nous aider à continuer notre croissance. Donc on peut mettre 5 €, 10 € sur votre campagne et puis là, on a un petit quelque chose de Footbar. Comment ça se passe? Alors ça commence à partir de 59 €. D'accord. Effectivement, les tickets moyens aujourd'hui sur la plateforme sont autour de 1 000 € et en fonction du niveau, vous avez effectivement des récompenses. Donc la récompense, ça peut être une réduction sur le capteur, un maillot Footbar, tout dépend de quel montant vous allez mettre. Merci beaucoup Sylvain Rack pour Footbar. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés et ceux de vos invités. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine.